Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition de ce lundi 26 octobre 2015. Au sommaire de ce journal, la conférence internationale sur la recherche et l'innovation au service de la résilience est tenue ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Les forces kurdes et l'armée américaine libèrent 70 otages contre l'État islamique en Afghanistan. Bonjour, bail diplomatique ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, a reçu en premier l'ambassadeur résident de la Turquie à Djibouti pour la remise des lettres de créance de la part du président Recep Tayyip Erdogan au cours de son audience. Au cours de son audience donc avec le chef de l'État, Ismail Omar Guelleh, les deux hommes ont évoqué les relations d'amitié et de coopération qui lient les deux nations. Sachez que ce nouvel ambassadeur remplace Hassan Yavuz, l'ancien ambassadeur de la Turquie à Djibouti, qui avait œuvré pour les relations bilatérales, pour plus de relations bilatérales entre la République de Djibouti et la Turquie. En participant à cet entretien, le ministre délégué à la coopération, Ahmed Ali Sillay, la conseillère au président de la République en matière de diplomatie, Fathia Jamaluddin. Toujours au cours de ce bail diplomatique, d'autres lettres de créance ont été reçues par le chef de l'État, mais cette fois-ci de la part d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires non résidents, en résidence, qui résident plutôt à Addis Abeba. L'ambassadeur sud-coréen, créditeur du Djibouti, son excellence Kim Moon-won, a remis sa lettre de créance au président de la République. Au cours de la audience, l'ambassadeur sud-coréen a évoqué les liens de coopération entre Djibouti et la Corée du Sud, et il a évoqué l'importance géostratégique de Djibouti pour le trafic maritime dans la sous-région. Et ensuite, le président de la République, son excellence Ismail Omar Guelleh, a reçu l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Canada, Philip William Baker, notamment dit que le Canada et la République de Djibouti partagent un héritage commun, celui d'appartenir à la francophonie. Mais aussi les liens de partenariat, notamment dans l'accord de l'Afrique pour le maintien de la stabilité régionale, en particulier dans le cadre de l'Union africaine en Somalie, avec l'engagement humanitaire à travers le programme alimentaire mondial. Il a souligné que le Canada fournira un soutien financier à l'Organisation internationale pour la migration à Djibouti. Et enfin, il a évoqué le rôle prépondérant du Djibouti au sein de l'IGAD. En participé à cet entretien, la conseillère du président de la République, Mme Fathia Jamaluddin, et le ministre délégué à la coopération internationale, Ahmed Ali Sillay. Je vous l'annonce dans les titres. La conférence internationale sur la résilience, la recherche et l'innovation s'est ouverte ce matin au Djibouti Palace Kempinski, placé sous le patronage du président de la République, Ismail Omar Guelleh. Cette conférence permettra de développer, harmoniser, coordonner, soutenir et mettre en œuvre les politiques
étudié aussi les programmes et les stratégies à travers une coopération améliorée parmi les pays et acteurs concernés et d'augmenter les partenariats internationaux. Elle a vu la participation, outre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, la première dame du pays et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd, le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, l'ambassadeur de l'Union européenne, Joseph Silva, la représentante de la FAO en République de Djibouti et auprès de l'IGAD, Emmanuel Gern-Bleck, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies et représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, Mme Valérie Cliff. Cette conférence a également vu la présence de la première dame, quand je vous l'annonçais, Mme Khadra Mohamed Haïd, ainsi que les membres du gouvernement, les parlementaires, les ambassadeurs et diplomates accrédités à Djibouti, des chercheurs, des scientifiques et des experts. Cette conférence, bien entendu, qui réunit des scientifiques, des experts, des praticiens, des décideurs, des académiciens des différents domaines de la sécurité alimentaire, l'énergie, la gestion des conflits pour faire un état des lieux de l'avancée des connaissances tout en identifiant les technologies innovantes permetteuses en matière de résilience. Il a été établi le besoin de la recherche afin de contribuer à une croissance économique durable ainsi qu'au développement et à la sécurisation des moyens de subsistance sociaux, économiques et culturels des communautés de la Corne de l'Afrique et du Sahel. La représentante de la FAO à Djibouti, Mme Emmanuel Gern-Bleck, a été la première à prendre la parole. Elle s'est dit fière et heureuse de participer à cette conférence internationale. La coordinatrice résidente des systèmes des Nations Unies a quant à elle émue de sa participation de nombreux experts et chercheurs pour le développement durable. On l'écoute. Recherche afin de contribuer à une croissance économique durable, ainsi qu'au développement et à la sécurisation des moyens de subsistance sociaux, économiques et culturels des communautés de la Corne de l'Afrique et du Sahel. Avec l'émergence du concept de la résilience, les partenaires de développement, les acteurs d'ONG ainsi qu'un pléthore d'acteurs sont désormais engagés, d'une manière ou d'une autre, dans la chaîne de valeur de la connaissance dans ce domaine. Par conséquent, la question d'évoluer au-delà de la recherche sectorielle vers une recherche intersectorielle pour la résilience devient fondamentale. Aujourd'hui, cette conférence offre justement une plateforme régionale qui pourra permettre de développer, harmoniser, coordonner et soutenir les politiques de résilience aux sécheresses, mais aussi les programmes et les stratégies à travers une coopération améliorée parmi les pays et les acteurs concernés et ainsi augmenter les partenaires internationaux. À Djibouti, comme dans la région, la résilience est au cœur des objectifs globaux du cadre stratégique de la FAO, à savoir l'éradication de la faim, de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition, l'élimination de la pauvreté grâce au progrès économique et social et la gestion durable des ressources naturelles. Cela implique, bien entendu, l'augmentation et l'amélioration durable des biens et services agricoles, halieutiques et forestiers, mais aussi de rendre plus inclusifs et efficaces les systèmes agricoles et alimentaires locaux, nationaux et internationaux dans le but d'accroître la résilience des populations aux risques et aux crises. Nous attendons de cette conférence non seulement un simple partage de différentes expériences, mais aussi la création de réseaux entre les scientifiques et les praticiens de développement, comme moi et mon collègue. Trop souvent, les scientifiques et les praticiens de développement ont du mal à se comprendre, même s'ils travaillent sur les mêmes questions avec la même passion. L'événement de cette conférence doit briser les barrières existantes, améliorer nos complémentarités et de systématiser la collaboration. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne le système des Nations Unies, je voudrais vous assurer de toute sa disposition à poursuivre les efforts qu'il déploie à la fois au niveau régional et national pour soutenir le pays dans l'optique de concrétiser leurs efforts dans des domaines comme la résilience et le changement climatique. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, s'est dit heureux de participer à cette conférence. On l'écoute. Dans la Corne de l'Afrique et dans la région IGAD, la résilience est de fait l'une des priorités de la politique de coopération de l'Union européenne,
tant cette partie du monde illustre hélas trop bien la célèbre phrase du philosophe Héraclite d'Éphèse « Rien n'est permanent sauf le changement ». Notre action combine les réponses d'urgence et les réponses structurelles. Réponse d'urgence d'abord, avec l'aide humanitaire, plus d'1 milliard d'euros à ce titre venant de l'Union européenne dans la Corne de l'Afrique depuis 2011. Réponse structurelle ensuite, avec des programmes comme l'initiative Cher, qui doté de 250 millions d'euros, soit 50 milliards de francs de Djibouti, appuie les populations agricoles et pastorales dans des domaines comme l'irrigation, l'élevage, la diversification et soutient la capacité des services publics à réagir et mieux gérer les situations de crise dès qu'elles surviennent. Je rappelle que parmi les objectifs adoptés le mois dernier à New York figure l'engagement d'inverser d'ici 2020 la tendance à la désertification dans le monde, et cela est très important. À Djibouti en particulier, la résilience et l'eau sont à côté de l'assainissement des secteurs prioritaires d'intervention de l'Union européenne depuis déjà plusieurs années et plus récemment avec le 11e Fonds européen de développement qui couvre la période 2014-2020. Parmi nos projets en cours à Djibouti, je mentionnerai Cher Eau avec un budget de 8 millions d'euros, soit environ 2 milliards de francs de Djibouti, qui facilite l'accès à l'eau potable avec la construction de forages à Balbala et dans la région de Dikil, en particulier sur l'axe qui relie les lacs Abbé et Assal, l'ouest de la région d'Arta et les champs de captage de l'aquifère de Bissidirou. Je mentionnerai aussi Cher Pastoral, qui avec un budget de 5,9 millions d'euros, sécurise les systèmes pastoraux à Djibouti en améliorant la résistance et les moyens d'adaptation des populations rurales aux nouveaux défis qui sont liés au changement climatique et à d'autres transformations structurelles de leurs conditions de vie et de production. Pendant cette période 2014-2020, nous prévoyons d'ailleurs de mettre environ 52 millions d'euros à disposition de projets d'accès à l'eau ou d'assainissement au profit de la population de Djibouti. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a pour sa part rappelé l'importance que le gouvernement accorde à la résilience. On écoute. Je voudrais en premier lieu, Monsieur le Président de la République, vous remercier pour votre présence parmi nous. Elle marque l'importance que vous accordez à cette conférence dans la droite ligne de votre vision de travailler pour le développement durable de notre pays, mais également celui de la région IGAD, en encourageant le partage des connaissances, le développement de la science et la recherche de la maîtrise de la technologie. Je remercie tous ceux qui ont rendu possible cet événement avec une mention spéciale à tous nos partenaires au développement, ainsi que les chercheurs, les enseignants, les techniciens du Centre d'études et de recherche de Djibouti et ceux de l'Université de Djibouti pour le travail réalisé. Mesdames et messieurs, parce que nous sommes convaincus que si l'homme est parvenu à maîtriser les airs, si l'homme est arrivé à maîtriser la mer, si l'homme est arrivé à maîtriser les terres, il peut développer de nouvelles connaissances, développer de nouvelles technologies, saisir cette opportunité qui se présente à nous aujourd'hui pour préserver notre terre nourricière, la laisser aux générations futures dans un très bon état, et ceci est possible. En connaissance de cause, et à défaut de pouvoir totalement gérer les risques imprévisibles, nous dit-on, on s'accorde à s'y préparer. Et c'est là où apparaît la résilience. Un ensemble de fourre-tout, et tout compte fait, on s'accorde aujourd'hui sur une définition, c'est la capacité d'un organisme, d'une entité, d'un écosystème à retrouver l'essentiel de ses fonctions après avoir reçu un choc. Dans les débats et les réflexions de cette conférence, nous avons associé à la résilience l'innovation. Elle consiste à générer de nouveaux concepts, à les matérialiser, les concrétiser et parvenir à les faire adopter par ceux qui en ont le plus besoin. Or, comme vous le savez, la majorité des innovations nécessitent des compétences techniques, elles nécessitent des compétences scientifiques. C'est pourquoi l'approche recherche est également au rendez-vous ce matin. L'occasion sera donnée aux participants d'alimenter le débat
sur la capacité de la recherche en matière d'adaptation, de transformation, de développement de notre société. L'idée est de créer, de renforcer un réseau d'experts régionaux pour les amener à travailler ensemble, élaborer des projets pour la région. La région en a besoin. Elle en a d'autant plus besoin que la corne de l'Afrique deviendrait de plus en plus aride. La partie orientale qui englobe la Somalie, Djibouti, l'Éthiopie, Suite de ce journal, et c'est au tour du président de la République de clore les interventions dans cette conférence de la résilience en indiquant que Djibouti œuvre à développer des stratégies et des programmes clairs et ciblés portant sur la résilience sous toutes ses formes depuis la sécheresse de 2008 à 2011 qui a été fatale à notre économie. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. Mesdames et messieurs, de nos jours, nous évoluons globalement dans un monde où les risques de nature économique, sociale, environnementale, voire idéologique, sont fréquents et d'ampleur croissante. Ces risques, souvent interconnectés, appellent à développer de nouvelles méthodes de gestion. C'est pourquoi la question de résilience est aujourd'hui au cœur de tous les débats, étant donné qu'elle traduit la capacité à résister et surtout à récupérer à la suite de crises et de catastrophes. À Djibouti, comme partout dans le monde, nous subissons de plein fouet l'impact des changements climatiques qui se traduisent par des phénomènes tels que des sécheresses récurrentes ou encore des inondations. Il y a tout juste 4 ans, les sécheresses de 2008 à 2011 ont occasionné une perte de 177 millions de dollars, soit 3,9% du PIB, et affecté 120 000 personnes, ce qui constitue une perte considérable pour un pays en voie de développement comme le nôtre. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour développer des stratégies et des programmes clairs et ciblés portant sur la résilience sous toutes ses formes. À titre d'exemple, les programmes de sécurité alimentaire, comme ceux des filets de sécurité sociale, mis en place en faveur des populations les plus vulnérables, contribuent activement à réduire la précarité et assurer le développement durable. Toutefois, afin d'éviter de toujours répondre dans l'urgence, nous avons parallèlement investi dans l'installation des réseaux d'alerte précoce, des séismes et des crues afin d'anticiper les ravages potentiels. À cet égard, je me réjouis que vous ayez, durant cette conférence, décidé d'aborder la résilience sous l'angle de la recherche et de l'innovation, car cela nous permettra sans nul doute de développer des réflexions et des outils spécifiques afin de répondre aux problèmes d'eau, de sécurité alimentaire, de santé et enfin de sécurité. Je suis convaincu qu'à l'issue des débats engagés dans le cadre de cette conférence, les retombées en seront d'autant plus positives que nous pourrons dorénavant tirer les conclusions nécessaires pour renforcer la recherche et l'innovation au service de la résilience. Vous conviendrez avec moi qu'à un moment où l'Afrique affiche des taux de croissance probants, l'absence d'action audacieuse en faveur de la recherche et de l'innovation ne ferait qu'accroître le retard cumulé dans ces domaines et serait très lourd de conséquences pour l'avenir, tant pour notre région que pour toute l'Afrique. Notre équipe sur place a pu interroger les participants à cette conférence. Je vous propose de les écouter. Vous retrouverez ces réactions dans nos éditions de ce soir, Inch'Allah. Autre nouvelle du pays, donc. La délégation qatari du Fonds pour le développement, conduite par Mosfer Ben Mohamed Al-Shawani, s'est rendue ce matin sur le site du lac Assal. Le lac Assal est un des sites les plus visités en termes de géologie et d'énergie verte. C'est dans cette optique que cette délégation, conduite par les responsables du ministère de l'Énergie, pour visiter ce site stratégique en matière d'énergie propre et renouvelable. Ce site s'est
visite s'est déroulée également en présence de l'ambassadeur de Djibouti au Qatar, Momin Hassan Barre. Cette visite reflète également la volonté des deux pays pour consolider et renforcer les liens d'amitié et de coopération dans le domaine de l'énergie renouvelable. Rappelons que cette délégation qatari a été reçue hier par le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, en présence du ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Ali Yacoub Mahamoud. Dans une interview qu'il avait accordée à la chaîne nationale, le chef de la délégation du Qatar, Mosfer Ben Mohamed Al-Shawani, avait indiqué que le but de sa visite avec sa délégation consistait au développement de la République Djibouti et de faire de Djibouti le premier pays africain à avoir l'énergie verte. Un séminaire sur la formation des gestions des projets a eu lieu hier soir à la bibliothèque municipale de Djibouti sous le thème « Comment présenter un projet de création d'entreprise ». Octroyé à une trentaine de jeunes stagiaires d'origines diverses, notamment des étudiants d'université, cette formation a été dispensée et initiée par l'Association des jeunes pour le développement social et la préservation de l'environnement, du quartier Carton. Il s'agissait d'inculquer à ces jeunes stagiaires l'esprit d'entrepreneuriat et leur apprendre la méthodologie à suivre pour la mise en place du dossier de projet de création des entreprises. En fait, cette formation est une sorte de stimulation pour ces jeunes pour qu'ils puissent se prendre en main et participer au développement économique de notre pays. L'objectif de cette formation est d'aider la jeunesse dans les mesures de leur permettre d'acquérir des connaissances et des compétences pour être autonomes de concevoir leurs propres projets. Le secrétariat d'État à la jeunesse au sport a organisé hier soir le 8e des finales du concours du meilleur orateur oratrice de la République de Djibouti au stade Goulet. Ce concours a été initié pour permettre aux jeunes et moins jeunes de s'exprimer librement sur des thèmes donnés et de pouvoir libérer ainsi l'orateur ou l'oratrice qui est en eux. Ceci s'inscrit dans le cadre de nombreuses actions mises en œuvre par le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Badr Hassan Badoul, pour l'épanouissement de la jeunesse djiboutienne, conformément à la feuille de route du chef de l'État qui accorde une attention particulière à notre jeunesse. Les jurys ont procédé hier soir donc à l'issue de ce 8e de finale au tirage au sort pour les quarts de finale. Ce concours a rassemblé plusieurs centaines de jeunes de la capitale mais aussi ceux de la région de l'intérieur du pays. Le comité de gestion communautaire d'Adaïlou a organisé un débat général sur l'abandon total de toute forme d'excision en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF, dans le village d'Adaïlou qui se situe à 63 km au nord de Tedjora ville. À l'arrivée, la délégation a été accueillie chaleureusement par l'élu local, Kamel Ali Mohamedé, les OCAL et les comités respectifs du village. Le local Ali Mohamed a remercié dans son intervention l'UNFD dans cette action qui est très importante, il dit. Il a ajouté de multiplier ce genre de débat dans plusieurs localités aussi. Cependant, la journée dédiée sur le débat général sur l'abandon total et toute forme d'excision a mobilisé plusieurs couches de la population, à savoir les chefs religieux, les OCAL, les femmes, les jeunes, afin de mieux transmettre les conséquences de ce fléau. Enfin, le sous-préfet d'Adaïlou a encouragé l'initiative noble de l'UNFD et l'UNICEF à son nom propre et de la population de Ouéima. Nous sommes tous convenus, bien sûr, sur l'abolition totale d'MGF. Donc nous remercions ici aussi l'UNICEF et l'UNFD qui nous sont bien sûr toujours, nous n'ont pas oublié dans ce domaine, qui viennent nous voir à tout déplacement. Merci. L'actualité à l'étranger maintenant, l'Afrique est à New Delhi en Inde. La capitale de ce début d'après-midi, Asma Mohamed nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Asma. Bonjour Chokri. Et tu nous as préparé 3 points, 3 thèmes. Il s'agit de quoi Asma? Le premier thème s'agit de la forum de l'IGAD à Djibouti. Le lancement de la forum de l'IGAD sur les femmes et la paix a eu lieu hier au Djibouti Place Kambiski sous le haut patronage du Premier ministre de la République. Ont participé à ce lancement plusieurs hautes personnalités, à savoir le Premier ministre Abdelkader Mohamed, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Mohamed Ali Souf, le secrétaire exécutif de l'IGAD Mahboub Maalim et l'ambassadeur de l'Union européenne en République de Djibouti. La cérémonie a été organisée par le ministère de la promotion de la femme et du bien-être familial.
en présence également de la présidente de l'Union africaine, Mme Zuma, qui était l'invitée d'honneur, et a présidé la cérémonie en mars 2000. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a publié une déclaration à l'occasion de la Journée internationale de la femme, reconnaissant les liens entre la paix et la parité homme-femme. Cette déclaration a également souligné le fait que la pleine participation des femmes à l'opération de la paix est indispensable à une paix durable. Les organismes régionaux et sous-régionaux tels que l'IGAD ont un rôle crucial à jouer pour traduire en réalité les objectifs de cet instrument important, ainsi que d'autres cadres mondiaux et régionaux complémentaires, notamment la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ainsi que la déclaration de Beijing et son programme d'action. Et pour le sujet que je préparais sur le régional, 45 membres présumés de Boko Haram ont été arrêtés par le service secret nigérien qui les soupçonnait de préparer un attentat à Lagos. Une soixantaine de suspects ont été appréhendés le mois dernier dans différents endroits de Lagos par le service secret, d'après des renseignements indiquant qu'il préparait une attaque contre les Dolphin Estate à Ikoyi, a indiqué une source sécuritaire. Le Dolphin Estate est un complexe immobilier de luxe habité par des riches nigériens et des expatriés travaillant dans l'industrie pétrolière. Dans le quartier des Chics d'Ikoyi, une quinzaine de suspects ont été relâchés après les enquêtes. Après les premières investigations, mais à 45 autres ont été présentés à un juge vendredi 23 octobre, selon les sources qui ont requis l'anonymat. Le DSS a demandé au tribunal de le placer en détention provisoire pendant la suite de l'enquête en vue de leur éventuelle comparution devant une autre cour, a ajouté l'une d'entre elles. Et pour l'insolite de cet après-midi, un Argentin vivait avec un cure-dent dans le cœur avalé par accident. Il souffrait depuis des mois d'affections récurrentes. En opérant cet Argentin de 42 ans, les chirurgiens ont découvert un cure-dent dans son cœur, avalé 2 ans plus tôt sans qu'il se rende compte. Nous savions qu'il fallait retirer un élément étranger. J'ai pensé que c'était un catétier. Quand j'ai dit aux membres de l'équipe que c'était un cure-dent en poids, ils ne me croyaient pas. Ils me disaient, plus il te faut prendre la retraite, plus tu es devenu fou, a raconté le chirurgien Fernando Sichero. Le médecin a expliqué que le cure-dent était progressivement passé du système digestif au système sanguin avant d'arriver au cœur. Par chance, a-t-il ajouté, c'était un homme sain et robuste. Et j'ai passé 6 mois entre l'hôpital et chez moi. Je sentais quelque chose me piquer le cœur, a relaté Horacio Videla devant l'hôpital Fernandez de Buenos Aires, soulagé et souriant. Au cours des derniers mois, il a perdu 7 kilos. J'avais beaucoup de fièvre et le médecin ne savait pas ce que j'avais, a-t-il dit. Il faut bien mâcher à ironiser les patients devant des journalistes. Selon le docteur Sichero, 2 cas semblables ont été répertoriés dans des revues scientifiques en 1972 au Japon et il y a 5 ans en Chine. Il a eu beaucoup de chance, lui. Il est passé juste à côté. Merci Asma Mahmoud pour ce focus. Merci à vous de l'avoir suivi. Je remercie également toute l'équipe technique qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous retrouve demain à partir de 11h dans la matinée. Inch'Allah, bye bye.